Alors, vous nous faites une visite aujourd'hui au Centre de la nature 4 saisons à Coteau-du-Lac, sur les milieux humides. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? En fait, ici, c'est un milieu humide, un marécage qu'on peut appeler. Donc, on peut retrouver une grande diversité d'espèces végétales et animales. Puis, les milieux humides, c'est vraiment des zones très fragiles, très vulnérables. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, ici, c'est un lieu très spécifique, très spécial, puisqu'il englobe une grande biodiversité. Et pourquoi il faut protéger nos milieux humides? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Les milieux humides, en fait, principalement, c'est des zones qu'on appelle des zones tampons, donc des zones qui permettent, par exemple, de contrôler les inondations. Donc, si je prends l'exemple, mettons, d'une grosse précipitation, donc une grosse pluie, la pluie va se diriger dans le milieu humide. C'est ce milieu humide-là qui va permettre d'écouler l'eau naturellement dans le sol. Donc, si on ne préserve pas les milieux humides, ça peut créer des inondations. En général, les milieux humides vont permettre d'avoir un contrôle sur l'érosion parce qu'ils vont être une zone tampon entre l'eau et le terrestre. Ils vont aussi avoir une grande fonction de filtration de l'eau, de rafraîchissement de l'eau. Il y a aussi une biodiversité unique qui peut se retrouver là. C'est des zones vraiment très importantes au niveau de la faune, mais aussi de la flore. Il y a de la végétation qu'on peut retrouver juste dans ces milieux-là. On peut le caractériser en fonction des espèces. On peut voir qu'il y a les érables argentés, les gros arbres qu'on voit en ce moment. Aussi une grande diversité de fougères, les fougères onoclées sensibles, qui est très particulière. On a aussi la fougère à l'autruche qu'on peut observer aussi. Il y a les milieux humides de tourbières, il y a aussi les milieux humides de marais, marécageux. Marécageux, c'est lui qu'on est entouré en ce moment. Il y a aussi les milieux humides en eau peu profonde et les prairies humides aussi, qui fait partie un peu de la catégorie des marais. Donc, c'est important. Mais aussi, si on parle au niveau purement humain, c'est des milieux qui sont intéressants à visiter. Souvent, dans les zones, on peut mettre pas nécessairement ici parce que c'est assez petit, mais dans les plus grandes zones, parfois, on va mettre des petits sentiers, des petits... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais des petits trucs en bois qu'on peut marcher dessus. Alors, peux-tu nous définir en quelques mots, c'est quoi une rivière et c'est quoi, surtout, un bassin versant? Oui, bien, une rivière, en fait, ça vient d'un écoulement, l'écoulement pluvial ou d'écoulement souterrain parfois. Et ça s'en va, c'est vraiment un écoulement qui s'en va vers un fleuve. Pour ce qui est d'un bassin versant, bien, en fait, on le retrouve là, c'est un territoire sur lequel l'eau de pluie va s'écouler et ça s'en va en général vers une rivière. Donc, on a une limite de partage des eaux. En fait, c'est la ligne de partage des eaux qui définit le contour du bassin versant. Donc, un bassin versant, c'est l'endroit, c'est comme une cuvette, là, dans le paysage, où en fait l'eau va aller du point le plus haut vers le plus bas et elle va se retrouver tout au même endroit. Et donc là, on peut faire le petit test. Donc ça, ici, c'est ma pluie. Voilà. Et en fait, quand on arrose, il faut qu'il pleuve beaucoup, là, sur ma maquette, mais c'est correct. Quand on arrose, on va se rendre compte que notre eau, elle finit par couler toujours au même endroit. Et en fait, c'est l'endroit, c'est la frontière naturelle où l'eau va se couler au même endroit. Donc là, c'est ça, s'il pleut, l'eau, elle va aller du point le plus haut vers le plus bas, en passant par les rivières, et finir par toujours au même point, dans la même rivière ou le même fleuve. On a plusieurs bassins versants sur notre territoire. On a plus d'une quarantaine de bassins. Je pourrais vous parler des principaux bassins qu'il y a sur le territoire. Donc, le bassin de la rivière Delisle, qui fait plus de 996 km². On a le bassin de la rivière Raquette, qui se trouve plus dans les terres agricoles, donc Sainte-Marthe, Rigaud. On a la rivière Rigaud, la rivière Rouge. Pour en nommer quelques-unes, là, ça, c'est les principales sur notre territoire. Pourquoi les protéger? Qu'est-ce qu'on a à faire pour leur mieux-être? Oui, bien en fait, c'est sûr que les bassins versants, les cours d'eau, les rivières, ils sont tous importants. Donc, il y a différentes actions là, qu'on peut entreprendre, que les municipalités, même les citoyens peuvent entreprendre, comme par exemple protéger la rive. C'est toutes des actions qui peuvent être entreprises. Là. Comment protéger la rive?
Donc, protéger la rive, bien, en fait, il faut garder une distance là, sur le bord du cours d'eau sans qu'il y ait d'intervention humaine. Donc, bien, laisser la végétation pousser naturellement. Comme ici, là, on le voit dans le parc du 405. Et il faut savoir que, ben, oui, il y a des rues, mais il y a aussi des endroits où il y a de la végétation. Et en fait, la nature fait vraiment très bien les choses. Et les endroits où il y a de la végétation le long de nos cours d'eau, c'est ce qu'on appelle la bande riveraine. Et en fait, ça sert comme un vrai filtre. En fait, ça va empêcher que tout notre sel de voirie, par exemple, si on continue avec cet exemple, va se retrouver dans la rivière. Et je peux vous montrer. Montre-nous. Alors, je vous montre si... attendez, je nettoie un tout petit peu pour que ça colle. Si on rajoute de la végétation, ma petite bande verte là, par exemple ici, là, vous voyez, il y a un trou, la route arrive directement dans la rivière. Bon, ben, on enlève ce bout de route et on met de la végétation. Attendez, je vais remettre un petit peu de sel de voirie. Voilà, ici, sauf que j'en ai mis... Voilà, et si à nouveau il pleut, bon ben là on va apercevoir que en fait notre petite bande là, elle, jusqu'à un certain point, mais notre bande elle en récupère beaucoup. Donc c'est un vrai filtre. Parle-nous des eaux souterraines. Par exemple, la nappe phréatique et les puits qu'on a sur nos terrains. Ça se retrouve dans nos rivières. Parle-nous de cette connexion-là, puis de la répercussion de la santé, justement, de notre nappe phréatique et puits. Oui. En fait, c'est ça. La nappe phréatique, c'est interrelié, là, c'est l'eau souterraine. Donc, les chercheurs s'entendent là, pour dire que l'eau souterraine est dépendante aussi de l'eau pluviale, donc de l'eau de pluie, de l'eau de surface, donc l'eau qu'on utilise quotidiennement. Sauf qu'on ne sait pas exactement la quantité d'eau qui est utilisée en eau souterraine, qui va être utilisée pour la recharge, donc recharger cette eau-là. Donc, la MRC, on travaille sur un projet de recherche avec différentes universités, l'UQAM, l'Université de Sherbrooke. Un des objectifs, là, c'est de connaître le lien et de connaître exactement ce cycle de l'eau-là qui reste à définir pour ce qui est de l'eau souterraine. Et ce qui est encore plus intéressant avec cette maquette, c'est qu'on peut visualiser justement la source de pollution qu'on peut apporter à la rivière. Voilà, et je vais faire une petite démonstration. Voilà. Dites-moi, dites-moi un polluant que vous voulez qu'on suive. Un polluant? Oui, un polluant ou, je sais pas, ou ça peut être, qu'est-ce que vous voulez, soit des eaux usées, soit le sel de voirie, soit... Le sel de voirie, tiens. Allez, le sel de voirie. Donc, on est dans notre zone très urbanisée et on va mettre du sel. Alors, donc là, mon sel est rose. Voilà, hop, on applique du sel, c'est l'hiver, etc. Parce que j'haïs le sel de voirie. C'est ça. Et alors, ben là, qu'est-ce qui se passe au printemps? Ah oui. C'est nettoyé. Oui. C'est nettoyé naturellement par la pluie. Et là, on va se rendre compte que notre sel, Ah ouais. donc il va couler. ouais. Alors attendez, il faut... Et c'est très polluant, le sel de voirie? Ça, oui, ça peut vraiment avoir des effets très... C'est qu'est-ce qu'on appelle le calcium? Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi on appelle le calcium, mais est-ce que c'est le bon terme? Oui, parce que il y a du calcium dedans, mais c'est sûr que ça, pour certaines lacs, certaines rivières, là, ça chamboule complètement l'écosystème du lac ou de la rivière, là, ça change tout. Et quels sont les autres polluants? Ben, c'est ça, on peut avoir les pesticides, les insecticides, on peut avoir le ruissellement de la terre, le ruissellement de la terre, mais qui emmène avec elle tout ce qui est fertilisant, tout ce qui est... c'est ça, tout ce qui est... fertilisants, pesticides, insecticides, voilà. sel de voirie. Tout ce qui est eau usée. Eau usée. usée, donc tout ce qui est fosse septique, Oui. tout ce qui est eau usée qui sortent des ouvrages municipaux d'assainissement.
Est-ce que les municipalités sont sensibilisées à cette réalité? Ça commence. De plus en plus, là, il y a des écoroutes qui se mettent en place, où on en met moins, etc. Ça commence à être vraiment un problème qui vraiment prend de l'ampleur, là, et les municipalités sont de plus en plus au courant. On connaît qu'il y a à peu près une quinzaine d'espèces fauniques qui sont menacées, qui ont été répertoriées là, sur notre territoire. Pour ce qui est de la rivière Quinchien, plus spécifiquement, je peux vous parler qu'il y a une dizaine d'années, la MRC, on avait fait un inventaire de poissons et qu'il y avait une quinzaine d'espèces qui avaient été répertoriées. Donc, déjà, on sait là, que la faune aquatique est diversifiée malgré tout, malgré son mauvais état. Donc, ça peut juste s'améliorer. C'est des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir. Et en fait, c'est un programme qu'on fait avec eux où on pose une sonde de température dans une rivière qu'on suit parmi nos projets. Et cette sonde de température, en fait, va enregistrer en continu la température de l'eau à intervalle de 30 minutes. Et donc, la sonde va aller un petit peu plus loin dans la rivière. Là, et donc, ça prend la fluctuation de la température pendant la nuit, la journée, etc., sur plusieurs mois. Et donc, ça va nous permettre, une fois qu'on relève les données, et à la fin de la saison, avant l'hiver, on enlève la sonde. Et en fait, ça va nous donner un portrait de la température, mais qui s'est passé sur plusieurs mois. Et chaque année, on fait ça pour comprendre l'historique de la température dans les rivières. Et justement, avec cet historique, on va pouvoir s'en servir aussi pour comprendre ce qui se passe avec les changements climatiques. Quand on parle de caractérisation, c'est la mesure d'identifier les espèces, pardon. Est-ce que c'est bien ça? Pour les plantes, avec le ministère, oui, c'est vraiment de voir quelles espèces vont prédominer pour voir l'évolution des espèces envahissantes s'il y en a. Et au niveau des poissons, comme je parlais aussi, c'est de voir quelles espèces utilisent les canaux en différentes saisons. Donc on le fait printemps, été, automne, pour voir comment, à travers les saisons, ces canaux sont utilisés par les poissons. Et cet été, entre autres, on a la détection précoce de la châtaigne d'eau. Donc, c'est une espèce exotique envahissante. Donc, on va aller dans le fleuve pour voir si ça se répand. Donc, ça arrive de l'Ontario. On va aller voir s'il y en a. En outre, avec les espèces végétales exotiques envahissantes, on a un autre mandat avec le ministère de la Faune. On va aller faire de la caractérisation plus vers les îles de la Paix et Châteauguay. On a aussi une caractérisation de poissons à Saint-Anicette dans les canaux. On a vraiment une grande variété de projets. On touche, tant que ça a un rapport avec le fleuve, sa valorisation, le retour de ses usages, on va toucher à ça. Au niveau des petites bestioles qu'on trouve ici, là, évidemment, on a eu notre lot de maringouins, mais sinon, tantôt, tu as fait quelques découvertes. On peut observer beaucoup de coquilles d'escargots. Lorsque le niveau d'eau est plus haut, mettons au printemps, on va beaucoup voir d'escargots qui vont se développer. Puis il y avait aussi d'autres petits coquillages que j'ai pas réussi à identifier, mais sinon on peut retrouver, il y avait des mille-pattes, à part les maringouins, il peut y avoir aussi des oiseaux qui viennent se promener parce que c'est plein de nourriture, si on peut dire. Des nutriments. Puis oui, exactement. Puis il peut y avoir des ratons laveurs, des écureuils dans les arbres. Puis toutes sortes de petites bêtes qui vont venir profiter du milieu humide, dans le fond. Parce que c'est un endroit tranquille, on disait tantôt même pour tout ce qui est la ponte 2. Hein? Oui, c'est ça. En fait, ça crée vraiment un habitat sécuritaire pour toute espèce animale, les insectes et tout. Donc, c'est ça, c'est à préserver pour permettre à cette biodiversité-là de vivre en sécurité, puis aussi de se reproduire, puis garder une pérennité, un certain équilibre au sein des écosystèmes. Finalement, l'équipe a décidé d'embarquer et de dire « OK, vas-y, on y va, on amène des chaises pliantes puis on fait l'entrevue directement sur le bord de la rivière Quinchien. » Les moustiques et moi, ça fait 2, c'est pas nouveau. Puis j'ai été gâtée avec les tournages des milieux humides malgré moi. Moi, je suis en train de filmer mes champignons en paix. Je retourne ma caméra, je vois Natacha en train de se mettre de la boue d'en face. J'ai aucune explication pourquoi. Fait pourquoi pas me tatouer, me beurrer, vraiment généreusement, les mains aussi. Comme ça, je disparaîtrai aux yeux des moustiques.